Bienvenue à vous sur cette conférence que je vais donner ce soir pour la deuxième fois sur c'est quoi le libertinage. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Déjà parce que c'est un thème qui est pas très anodin, il est très connoté, et notamment connoté par notre morale et très bourré de clichés, et notamment des clichés sur les tabous et la sexualité, et tout ce qui est presque, dirais-je, chargé d'affectivité et de tabous. Et donc c'est intéressant, je trouve, d'utiliser des thèmes comme ça et de les explorer déjà au niveau de l'histoire et de voir la définition et d'aller aussi regarder les coulisses. En fait, c'est quoi qu'on appelle le libertinage? Aujourd'hui, c'est connu par nos contemporains sous le nom de club libertin et notamment de pratiques sexuelles, mais ça n'a pas toujours été le cas, hein. Et donc, je vais aussi explorer avec vous de manière plus large l'état d'esprit du libertin, d'où s'originent ces pratiques sexuelles aujourd'hui connues sous le nom de libertinage. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et donc c'est intéressant justement de voir d'un point de vue même philosophique, je dirais, psychologique, sociologique, d'où s'originent ces pratiques connues sur la sexualité aujourd'hui et qui sont en Occident, ma foi, assez répandues, hein, pas du tout dans d'autres pays beaucoup plus fermés à une sexualité libre et libérée et affichée sur la place publique. Ici en Occident, on a quand même le mérite d'avoir un héritage du libéralisme et de quelque chose de l'ordre d'une liberté et d'une non-censure, en tout cas de tout ce qui est sexualité, hein, alors que dans d'autres pays c'est complètement censuré, et du coup on va voir apparaître que plus c'est censuré et chargé de tabous, la sexualité se déchaîne en violence en tout genre et en pratiques interdites mais transgressives à l'intérieur des sphères privées, hein. Alors que nous, en Occident, on a depuis un certain temps déjà, ça fait un moment, libéré beaucoup plus la sexualité. On l'affiche avec non seulement des clubs libertins, mais pas que. On l'affiche avec des films pornographiques, on l'affiche avec plein d'autres choses, des sex shops qui courent les rues, et de plus en plus maintenant, même au niveau des Champs-Élysées, les sex toys, tout ça, c'est carrément commercialement admis, et puis ça en fait même, ça fleurit à tout va, hein. Donc on voit quelque chose qui se libère de plus en plus dans les normes, c'est moins moral, hein, en tout cas moins connoté et moins interdit, et du coup, ce que je peux aussi dire en introduction, c'est que plus c'est permissif comme ça, plus l'État génère de la permissivité autour de la sexualité, plus ça décharge les affects, moins c'est chargé de tabous, et moins il y a de violence, de bassesse, de crimes, de choses comme ça autour d'une sexualité qui serait interdite, voilà, et donc beaucoup plus basse pour le coup. Alors ça, c'est en introduction. Ce que j'ai fait un plan aussi pour structurer un peu mon discours. C'est quoi le libertinage? Donc moi, je me suis aussi posé cette question avec vous, et je me suis dit c'est pas mal d'aller regarder dans l'histoire d'où vient ce mot, hein, et à quoi ça fait référence. Et donc du coup, on va voir que dans l'histoire, à travers les âges, ça n'a rien à voir avec les clubs libertins, mais rien à voir. Et en même temps, il y a un petit quelque chose qui reste de cette époque du XVIIe siècle où, à l'époque, le libertin, c'est de là où est né ce mot, ce concept du libertin, hein, c'était juste après la Renaissance, et l'idée c'était de se départir pour certaines personnes, et notamment des philosophes, hein, et c'était de se départir des dogmes de religieux, de l'obscurantisme, du poids qui était mis par l'État, la religion, le pape, etc. Et donc tout ce poids des dogmes établis
ces fameux philosophes avaient envie de s'en libérer et ils se sont appelés libertins. Et en fait, les libertins du XVIIe, c'était tout simplement des libres penseurs, des personnes qui se voulaient libres de dépoussiérer tout ça et de penser par elles-mêmes et de plus être sous l'emprise de l'hégémonie, de l'Église, du pape, de l'État, de tout ce côté religieux qui avait une mainmise et qui voulait absolument qu'on réfléchisse comme eux, qu'on pense comme eux, qu'on pratique comme eux, et qui avait aucune liberté individuelle. Et donc c'est parti de là, le mot libertin. Et donc c'était des clubs, en fait, des clubs non pas comme aujourd'hui, mais des clubs de philosophes libres penseurs qui réfléchissaient le monde à partir de quelque chose, d'un individu beaucoup plus libre, qui était centré sur l'individu, ce qui a plus tard donné naissance à tout le mouvement libéral, libertin, ça a à voir avec quelque chose de libertaire, de libéral, de la démocratie, et ça, vous voyez comment, à travers les siècles et jusqu'à nous, il y a eu derrière la Révolution, il y a eu derrière nos valeurs ici en France, liberté, égalité, fraternité. Donc tout ça émane aussi de cette époque où je crois qu'il y en avait certains, un petit mouvement, qui en avait vraiment marre de s'en référer à une position de l'État tout-puissant ou de la religion toute-puissante qui ne permettait pas de réfléchir par soi-même. Voilà. Ça, c'est la première chose. C'est comme ça que les libertins sont apparus sur le marché, on va dire, entre guillemets. Ensuite, ça s'est transformé parce que cette philosophie du libertin, donc les ancêtres du libertinage, ça a commencé à se transformer dans le courant du XVIIIe siècle. XVIIIe siècle, je vous rappelle que c'est le siècle aussi des Lumières, Louis XIV, Voltaire, Rousseau, etc. Et à ce moment-là, des romanciers comme Laclos, dans Les Liaisons dangereuses, comme Crébillon, notamment, se sont emparés de ce terme. Et dans les romans, on commençait à transformer avec quelque chose de beaucoup plus érotique. Mais ce n'était pas ça au début. Donc ils ont commencé à érotiser, à romancer et à transformer le mot libertin dans quelque chose de beaucoup plus, dans une ambiance beaucoup plus érotique, où la femme était devenue un peu comme une proie, une proie domptée, quelque chose comme ça, ou un objet d'amour. Mais c'était pas du tout ça à l'origine. Donc ça s'est transformé au fil des temps, jusqu'à arriver chez nous. Et vous voyez qu'à notre époque, ça s'est complètement transformé pour le coup. Après, il y a eu Sade, etc. Donc on est passé sur une autre forme, parce qu'aujourd'hui, quand on parle et quand on évoque le mot libertinage, on a complètement perdu l'origine du mot libertin qui était « je suis un libre penseur ». Aujourd'hui, ça s'affiche comme une pratique sexuelle qu'on appelle les clubs libertins. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui était là à l'origine. Il faut voir que ça a perdu tout son sens. En même temps, ça s'est transformé, et aujourd'hui, quand on parle de libertinage, on pense évidemment aux clubs libertins, donc à certains types de pratiques sexuelles qui se disent soi-disant libres, ouvertes, libres, libérées, récréatives, directes, des choses comme ça. Et c'est ça qui est connoté aujourd'hui. Donc souvent, les personnes qui fréquentent ce milieu, elles le vivent de l'intérieur, mais c'est souvent les personnes de l'extérieur qui ont tendance à mettre des clichés, à avoir des préjugés par rapport à ceux qui s'adonnent à ce type de pratique. Voilà. Et donc c'est intéressant de voir que c'est bourré de connotations, et c'est normal aussi, parce que plus on charge la sexualité de tabous, de choses mystérieuses qu'on ne connaît pas, ou on la charge de quelque chose de lourd, et plus on s'imagine et on fantasme plein de choses. Alors que ceux qui ont l'habitude de fréquenter les clubs libertins, en fait, c'est ce que c'est, quoi.
ça devient quelque chose d'une sexualité assez directe. C'est la fête de l'éros, on peut dire ça comme ça. Hein. C'est très branché sur le premier niveau, le premier chakra, qui est le chakra racine de la vitalité, de la libido. Hein. C'est Eros. Et donc, c'est la fête du charnel, en fait, dans cette forme de sexualité directe. Et voilà, et donc c'est bourré de tabous, et on s'imagine plein de choses autour de ces pratiques-là. C'est pour ça que c'est intéressant d'en parler librement, pour un peu arrêter de mettre des préjugés sur le libertinage, parce que c'est trop bourré de clichés, quoi. Voilà. Donc je vais aussi, en continuant mon exposé, on va parler de ce que vous connaissez, c'est-à-dire les pratiques du libertinage, qui sont des pratiques sexuelles, et puis voir un peu les avantages et les inconvénients. Hein, parce que bien souvent, on ne sait pas, mais il y a les deux. Il y a à la fois des points qui sont intéressants à aborder, et puis effectivement, on peut dire aussi que quelqu'un qui passerait son temps à s'adonner au libertinage en termes de pratique, hein, pratique sexuelle, ça pourrait commencer à donner aussi des inconvénients. Voilà. Alors, quels en sont les avantages d'explorer le libertinage, en tout cas les clubs libertins? Pour ceux qui en ont fait l'expérience et ceux qui n'en ont pas fait, ce que je peux dire là-dessus, moi je ne suis pas une fanatique des clubs libertins, mais je m'y suis intéressée déjà par la conférence, et puis aussi simplement par curiosité, pour voir un peu de quoi il retourne, et au moins savoir de quoi je parle, plutôt que d'avoir plein de préjugés sur la question. Donc, ce qui me paraît intéressant de dire, c'est que ce qui se joue à l'intérieur de ces pratiques-là, c'est surtout le fait qu'il y a quelque chose ici de direct. On ne veut pas en passer par le romantisme. On veut pas, on veut couper court à tout ce qui pourrait être une sexualité qui passe par le cœur, qui passe par l'éloge de la poésie, de l'approche non directe, on va pas passer du temps à dialoguer, à communiquer avec la personne pour se rencontrer. On va avoir une approche directement sexe-sexe. Alors avec l'intérêt que ça porte, hein, puisque du coup ici, le but du jeu, c'est d'avoir du plaisir à la clé et d'avoir une jouissance libre et possible. Hein. C'est aussi ce qui est présenté comme ça. Et c'est comme un jeu, en fait. Ici, on va jouer avec la sexualité directe. On ne va pas s'emberlificoter les pinceaux avec du romantisme, avec une approche, parler pendant des heures pour rencontrer quelqu'un, la faire monter par la poésie, par les mots et la parole. Voilà, il va y avoir quelque chose de l'ordre de on y va, on fonce, et il y a quelque chose de très direct dans la possibilité de se donner la permission d'aller dans la sexualité sans en passer par autre chose. Et pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant de voir, mais pourquoi au fond est-ce qu'il faudrait toujours en recourir à faire la cour pour aller à ses fins? Parce qu'il y a des personnes qui sont malines et qui ont appris les stratégies de séduction. D'ailleurs, moi, à un moment donné, je donnais des cours là-dessus. Comment séduire pour aller à ses fins, quelque part. C'est-à-dire obtenir ce qu'on a envie d'obtenir. Donc là, c'est comme un bassin de récréation, de jeu. Hein, c'est un milieu qui est très joueur, hein, et qui va s'autoriser, se donner beaucoup de permissivité sur notamment la sexualité, le jeu, tout ce qui est possible, en fait. C'est ça. On ne va pas s'embêter. On a envie de se donner du bon temps, on a envie de se donner du plaisir, on y va. Voilà. Alors, ça peut être un des avantages, c'est cette permissivité, ce côté direct de la chose et très très libre. Voilà. Beaucoup de personnes n'osent pas aborder la sexualité sous cet angle-là. Elles vont tourner autour, elles vont s'imaginer plein de choses, elles ne vont pas oser se donner cette permission. Et donc ça peut être intéressant pour certains de se dire, mais au fait, pourquoi pas? Bon. Ça, c'est un des avantages. L'inconvénient de cet avantage, qui est le côté direct et je m'autorise à aller dans mon plaisir là où je veux, c'est évidemment, du coup, c'est sexe, hein, c'est en bas, quoi, en bas de la ceinture. Les relations sont coupées du cœur, bien souvent. Et à tel point que pour ceux qui vont en couple,
Ils ne souhaitent pas d'ailleurs qu'il y ait de relations amoureuses par derrière, hein, enfin qu'il n'y ait pas un suivi amoureux. Donc en fait, on va se rendre compte que à travers ce côté extrêmement qui se veut libre, cette apparence libre des clubs libertins, en fait c'est pas libre du tout. Il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de normes. Et il y a beaucoup de contrôle aussi qui va avec ça. C'est-à-dire que très souvent, les codes, notamment s'il y a des couples qui s'y adonnent, c'est OK pour le sexe, mais pas pour la relation amoureuse, pas pour le cœur. On ne veut pas de cœur, on ne veut pas d'affect, ou très peu. Ou ça peut être un suivi amical. Bon, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en amitié, en sex friend, etc. Mais très souvent, il va y avoir une peur de briser la relation à deux, et donc qu'il y ait une tierce personne qui s'immisce dans le couple, s'ils sont en couple, hein, et qu'il y ait une relation amoureuse en dehors du couple. Voilà. Donc c'est très codifié, on ne s'imagine pas, mais c'est beaucoup plus codifié qu'on ne l'imagine. Et notamment entre les couples. Autre code, il y a plein de codes dans le milieu du libertinage, hein. Il y a notamment les codes pour les femmes, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui décident, ce ne sont pas les hommes qui décident. Elles sont donc à l'honneur, hein. Les femmes ici sont valorisées, elles sont mises sur l'estrade, et c'est toujours elles qui décident tout le temps si elles veulent ou pas. Elles disent toujours oui ou non, et à tout moment elles peuvent dire non. Voilà. Donc ça c'est intéressant à regarder, ça aussi c'est un autre code, hein. Donc il y a beaucoup de respect, on ne s'imagine pas, mais il y a énormément de respect dans ces milieux-là, beaucoup de bienveillance, beaucoup de jeu, hein, dans cette sexualité directe. Voilà. Et en même temps, il y a beaucoup de possessivité, c'est-à-dire que souvent, OK pour la sexualité directe, mais on ne veut pas que ça passe dans du romantisme, dans des affects. On ne veut pas s'emberlificoter les pinceaux, comme je disais tout à l'heure, avec des histoires amoureuses. Voilà. Ça, c'est pas prévu normalement au programme. Alors évidemment, normalement. Sauf que parfois, il arrive que ça dérape. Il arrive qu'il y a des personnes, comme dans n'importe quel milieu, vous rencontrez par hasard un libertin, enfin quelqu'un qui se veut libertin, et puis hop, c'est pas prévu, il y a une relation qui se noue et qui se suit et qui n'est pas prévue au programme, et là, souvent ça commence à... ça va mal, quoi. C'est pas prévu comme ça. Ça peut vraiment faire des dégâts, parce que souvent les couples qui vont dans les clubs libertins, ils y vont juste pour la sexualité, pour le piment aussi, hein, pimenter leur sexualité, pour le fun, pour leur plaisir, pour agrémenter, pour que le désir arrête de se ternir et d'être lisse, hein. Donc voilà, pour être dans une ambiance où il va y avoir quelque chose d'excitatoire et de stimulant au niveau du désir sexuel. Et très souvent, c'est aussi utilisé pour rehausser le désir sexuel. Voilà. C'est utilisé pour fantasmer, c'est utilisé pour stimuler, pour jouer, pour se permettre ce qu'on ne s'autorise pas, pour aussi la nouveauté, hein, parce que là, dans ces clubs libertins, il y a beaucoup de mélange, hein, on se mélange aux autres, donc dans se mélanger, c'est aussi l'opportunité d'aller dans du nouveau, dans des choses non connues, dans la découverte de la sexualité. Voilà. Et jusqu'où ça va, des fois, ça va plus loin que certains l'imaginent. Dans ces jeux sexuels, parfois il peut y avoir des histoires un peu plus romantiques qui, entre guillemets, vont commencer à générer quelques petits problèmes dans le couple. Voilà, ça c'est déjà vu, ça c'est déjà répertorié comme ça. Bon. Donc le jeu, les codes, le contrôle, beaucoup de contrôle aussi, alors qu'on s'imagine que c'est très libre. Ça se veut libre, c'est pas si libre que ça. C'est assez quand même contrôlé. Donc dans les pratiques connues dans le milieu du libertinage, il y a le mélangisme. Le mélangisme, c'est quoi ? C'est des personnes, souvent des couples, mais pas que, hein, qui vont... et souvent les couples se caressent entre eux, mais ne vont pas s'autoriser à passer à l'acte sexuellement avec d'autres. C'est juste qu'ils restent entre eux, et par contre ils sont dans une ambiance sensuelle, sexuelle, donc c'est aussi visuel, hein.
C'est aussi basé sur le voyeurisme. Donc ça augmente le désir par le voyeurisme. Voilà, donc ils sont dans cette ambiance-là, érotique, sensuelle, sexuelle, qui va stimuler probablement leur désir entre eux. Donc ça peut être un fantasme que d'aller dans un club de libertinage pour faire du mélangisme. Mais ils ne vont pas se mélanger aux autres, dans le sens du passage à l'acte. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est le côte-à-côtisme. Donc là, ils sont côte à côte. Donc c'est un couple à côté d'un autre couple. Et de nouveau, ils ne se mélangent pas à l'autre couple, mais ils sont côte à côte. Donc pour les vrais libertins, ils disent, mais bon, ça, c'est pas des vrais libertins. Ça, c'est des gens qui viennent juste fantasmer, voilà, s'amuser un peu. Mais tant qu'ils ne passent pas à l'acte vraiment, qui ne se mélangent pas vraiment aux autres, ouais, ils sont tièdes, quoi. Ce pas des vrais libertins. Hein. Voilà. Dans ce milieu, il faut voir, hein, c'est vraiment un milieu à part entière. Après, il y a effectivement ceux qui se mélangent avec les autres. Et je vous dis, il y a quand même plus d'hommes que de femmes, mais quand même, donc il y a plus de libertins que de libertines. Mais c'est quand même les femmes, de toute façon, qui vont décider et qui vont prendre la main. À tout moment, c'est elles qui sont, je vous l'ai dit, à l'honneur. Il n'en est pas question de faire autrement, c'est prévu comme ça, hein, à cet effet. Voilà, et donc ici, ce qui va être intéressant pour les femmes, c'est qu'elles peuvent explorer une sexualité qu'elles connaissent peut-être pas, donc découvrir des choses qu'elles n'ont jamais connues. Et puis, c'est sans préjugés, parce que la femme libre sexuellement à l'extérieur de ces clubs libertins, elle va être jugée comme amorale, hein. Elle va être jugée comme une putain, comme une salope, une chaudasse, enfin bon bref, utilisez les mots que vous voulez, c'est les mots courants qui sont utilisés, hein, peu importe. Donc souvent c'est très mal vu d'être une femme libre sexuellement. Voilà. Donc c'est intéressant que dans ces lieux qui sont quand même des lieux protégés, hein, eh bien, elle va pouvoir explorer une sexualité libre sans qu'elle soit jugée moralement et peut-être découvrir des angles qu'elle ne connaît pas d'elle, se rencontrer des choses qu'elle n'aura pas l'occasion d'explorer ailleurs, hein, simplement d'explorer sa sexualité de manière plus libre, sans être jugée, ce qui est quand même pas mal pour elle. Voilà. Alors, après, question, puisque je suis sur la femme et le libertinage, hein, aussi dire que certaines femmes y vont un peu poussées par le mari, le compagnon, le copain, voilà. Donc certaines femmes y vont parfois au départ comme ça, elles arrivent dans les clubs libertins parce que l'homme dit ouais bon bah, pourquoi pas, ça serait bien d'aller explorer autre chose, ça serait bien, j'ai des fantasmes, est-ce que tu veux m'accompagner, je trouve que notre sexualité est un peu plate, à deux c'est bien, mais au bout d'un moment la glace à la vanille, bon bah c'est bien la glace à la vanille, mais bon pourquoi pas la glace au chocolat quoi, hein. Voilà, parce que on se lasse de tout, donc on est dans une société assez consumériste, donc c'est vrai qu'à un moment donné, au bout de 2, 3, 4 ans, 5 ans, on a connu la même personne, donc souvent on a envie de connaître autre chose. Et soi-disant, ce n'est pas dangereux, ça ne met pas en péril le couple que d'aller pratiquer du libertinage avec son couple, puisque soi-disant, ce n'est pas prévu qu'il y ait un état amoureux qui s'ensuit. Normalement, ce n'est pas prévu comme ça. Donc, l'homme souvent propose, ça part souvent plus de l'homme, hein, tiens, pourquoi on n'irait pas ma chérie faire un tour dans un club libertin pour voir un peu autre chose, mais je te promets, on reste ensemble, de toute façon c'est toi qui décides, évidemment, c'est toujours elle qui décide. Et puis elle peut ne rien faire, elle peut juste observer, voilà. Mais très souvent ces femmes, un peu soumises comme ça, elles vont y aller pour faire plaisir à l'homme, s'adapter à ses désirs ou à ses fantasmes. Et puis parfois, elles vont aller au-delà de leurs limites, certaines, hein, je ne dis pas toutes, hein, elles vont aller au-delà de leurs limites et s'adapter aux attentes de l'homme, au lieu de se respecter et d'aller vraiment être en écoute de leurs propres limites, parce qu'elles n'ont pas appris à mettre leurs limites elles-mêmes. Donc ça, c'est un peu, je dirais, l'inconvénient possible des femmes qui vont dans le libertinage, qui ne sont pas suffisamment solides pour dire oui ou dire non à tout moment. Voilà. Donc pour faire plaisir, elles sont capables de s'oublier, de ne pas mettre leurs limites et de plus sentir ce qui est bon et juste pour elles. Voilà. Ça peut être un inconvénient. Et l'avantage pour les femmes, c'est de découvrir leur sexualité aussi. Voilà. Qu'est-ce que ça donne si je suis moins dans le romantisme et dans le cœur, quoi. Est-ce que ça donne autre chose? Est-ce que je peux être juste dans ce qu'on appelle une sexualité plus sauvage?
hein, on appelle ça beaucoup plus puissante dans le sens de l'éros. Il y a juste éros qui est là, donc c'est l'énergie sexuelle pure. Et qu'est-ce que ça fait si je suis juste dans cet instinct et cette pulsion sexuelle et que je laisse libre cours à la femme sauvage en moi qui ne cherche pas à romantiser, à me marier, à m'engager, à faire fleur bleue, voilà. Et pourquoi pas? Pourquoi j'explore pas cette puissance? Parce qu'il faut voir ici, ce que je peux vous donner aussi comme info, c'est que quand on est uniquement en bas, hein, dans Eros, pur et dur, on est dans le premier chakra, et le premier chakra, c'est l'affirmation de soi aussi. C'est la puissance. Donc une femme qui irait visiter sa sexualité sauvage, instinctuelle, eh bien, elle va aussi trouver sa puissance de femme. Donc c'est intéressant aussi pour certaines femmes, je ne dis pas qu'il faut le faire, hein, mais je donne une perspective pour des femmes qui seraient un peu soumises, ou qui seraient timorées, ou qui manqueraient d'affirmation, d'aller explorer une sexualité beaucoup plus sauvage, qui est dénouée, enfin sans lien avec l'affectivité. Voilà. En tout cas, peu de lien avec l'affectivité. Et de toute façon, l'affectivité peut être trouvée avec son partenaire, sans forcément avec les autres partenaires, si on se mélange. Hein. Voilà. Alors vous me direz, c'est difficile pour les femmes de faire l'amour sans mettre du cœur. En général, c'est le cas. Ça fait partie du féminin que d'avoir besoin d'ouvrir son cœur pour aller dans le sexe. Ça peut être une exploration, hein, pour aussi rentrer dans sa puissance. Ce qui va ici m'amener à parler du milieu SM, parce que milieu libertinage, libertin et sadomaso, c'est assez proche. C'est pas le même milieu, c'est encore d'autres codes. Et c'est pas tout à fait les mêmes personnes qui fréquentent le SM que celles qui fréquentent les milieux libertins. Dans le milieu SM, on va plus loin, hein, c'est-à-dire il y a quelque chose encore plus esthétique que ne l'est dans les clubs libertins, qui recherchent aussi l'esthétique. Hein. On ne s'imagine pas, mais que ce soit libertinage ou SM, dans ces pratiques-là, la plupart des personnes qui s'y adonnent sont des personnes qui ont le culte du corps, donc très esthètes en général, la plupart. On cherche à se faire beau, on cherche à être musclé, à être voilà, élégant, enfin élégant, pas dans le sens du dandy, mais dans le sens du culte du corps, de la beauté du corps. Et donc, il y a quelque chose de très esthète à regarder les corps faire l'amour comme ça, entre guillemets, beau. Voilà. Et ça c'est pas moi qui l'invente. Je sais qu'il y a une recherche esthétique quand on va pour ceux qui vont dans les clubs libertins, y compris encore plus pour ceux qui font du SM. À l'intérieur du SM, il y a les cordes et le bondage. Et là, on est dans le sommet de l'art esthétique du SM. Donc, il y a vraiment aussi un aspect esthétique qui est visé dans ces milieux-là, entre autres, hein, pas que, mais il y a le jeu, il y a l'esthétisme, le culte du corps, il y a aussi le côté narcissique, hein, on est intéressé à son plaisir, hein, on s'intéresse au plaisir de l'autre, mais surtout à son plaisir. Voilà. Et donc, pourquoi je disais qu'il y a une porosité entre le milieu du libertinage et le milieu SM. Mais c'est pas le même, hein. C'est pas la même chose. Dans le milieu SM, c'est encore plus esthète et encore plus cérébral. Hein. On est on va chercher la douleur pour trouver la jouissance. Alors que dans le milieu libertin, c'est plus récréatif, plus bon enfant, et on est plus dans le jeu. Et je dirais qu'on vient souvent pour se défouler d'une semaine difficile professionnellement, on vient s'amuser, on vient trouver une complicité, du plaisir simple, quoi. Hein. Voilà. Et très souvent, vous verrez que les personnes qui fréquentent ces lieux-là peuvent être à la fois extrêmement sérieuses dans leur monde professionnel et très atypiques comme ça, et puis voir dans le milieu SM souvent des intellectuels, hein, c'est souvent des intellos même qui vont, et qui vont justement s'autoriser à fréquenter ces lieux-là pour sortir de ce rôle-là. Et justement pour pouvoir vivre autre chose, un autre rôle carrément, une autre facette d'eux-mêmes. Comment je peux être carrément différent que ce qu'on me connaît d'habitude, un autre angle, libre, libéré, voilà, je peux me lâcher, je peux lâcher prise, je peux arrêter de me contrôler et faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec qui je veux. Il y a un peu de ça. Hein. Donc pour ces personnes qui ont l'habitude d'être très contrôlées par ailleurs, c'est aussi une forme de défouloir que d'aller dans ces lieux-là pour
voilà, se décharger, se défouler, s'amuser, se faire du bien, sans être jugé, sans être obligé de se tenir droit. Voilà. Même s'il y a des codes, il y a quand même une forme de lâcher prise. On s'autorise beaucoup ce qu'on a envie de s'autoriser dans ces lieux quand même. Hein. Voilà. Donc je disais, j'étais sur les avantages hein, de fréquenter ces milieux-là, donc la liberté, l'autorisation, se défouler, le côté direct, hein, se rencontrer sur des aspects qu'on ne se connaît peut-être pas. Et puis il y a souvent pour les couples l'idée de je vais préserver mon couple tout en rehaussant la sexualité. On va quand même faire en sorte de préserver la relation, de ne pas nuire à la relation, de ne pas trouver un amant en cachette, mais ça se fait devant le partenaire. Voilà. Avec tous les jeux excitatoires hein, qu'il peut y avoir dans les jeux à trois. Donc je m'étais arrêtée tout à l'heure, j'avais dit mélangisme, côte-à-côtisme. Il y a après le candolisme hein, aussi. Le candolisme, c'est à trois, c'est le trio. Donc ça se veut à trois, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes et une qui regarde. Et ça se fait à côté. Hein, donc, et en général, celle qui regarde, c'est l'homme qui aime regarder sa femme se donner à un autre homme. Ça, c'est le classique, hein, connu comme ça. Voilà, l'homme a du plaisir à voir la femme, sa femme, entre guillemets, s'offrir à un autre. C'est assez rarement dans le sens inverse, parce que les femmes sont quand même normalement plus possessives et plus jalouses. Elles ont plus de mal avec l'inverse, avec la réciproque. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça se pratique. Ça reste c'est un fantasme qui descend dans le réel pour le coup quand ils se l'autorisent à vivre comme ça. Voilà. Donc ça c'est connu. Ça c'est le candolisme. Après, qu'est-ce qu'il y a? Le candolisme, le mélangisme, l'échangisme. Ben voilà, le plus courant dans les clubs libertins, dans les pratiques du libertinage, c'est l'échangisme. On vient pour échanger, voilà, et on échange ou on n'échange pas. On fait ce qu'on veut. Hein, il n'y a pas d'obligation de rien. Et puis on profite de l'ambiance parce qu'il y a quand même une ambiance érotique. Alors là, je parlais des couples. Mais il se trouve que parfois il y a des célibataires qui viennent, rarement des femmes, ça peut arriver, mais c'est quand même plus fréquent qu'on trouve des hommes célibataires dans des soirées non couples. Hein. Donc il peut y avoir des couples, mais il y a quand même des soirées de célibataires. Et en général, il y a quand même plus d'hommes, même si de nouveau, dans ces milieux-là, il y a un certain quota d'hommes et de femmes. On ne va pas prendre que des hommes et pas de femmes. Hein. Donc il y a des ratios quand même. Voilà. Donc en même temps, moi je disais hein, la dernière fois que je trouvais ça assez courageux pour les hommes d'y aller seuls, parce qu'ils sont pas sûrs de repartir avec l'obtention du plaisir à la clé, quoi. Enfin, ou d'un plaisir, ou d'avoir été au bout de ce qu'ils cherchaient. Peut-être se masturber, peut-être être exhibitionniste ou voyeuriste, mais à part ça, c'est pas gagné d'avance. Hein. Et donc il y a un certain courage pour moi d'y aller en faisant tapisserie. Hein. Ok. Alors après, dans l'intentionnalité, je sais pas, est-ce qu'ils se sont vraiment des affamés du sexe et qui trouvent pas autre chose sur le marché et donc c'est un choix par défaut? Pas forcément. Je pense qu'il y a aussi pour beaucoup un côté visuel esthétique et avoir accès à un plaisir de cet ordre-là. L'exhibitionnisme, le voyeurisme, des choses comme ça. Voilà. Et ça passe pas forcément par j'ai besoin systématiquement d'aller au bout de. Ce que je peux aussi dire comme avantage, c'est le côté bon enfant. C'est extrêmement bon enfant et on se croirait à une cour de récréation. C'est très amusant. C'est un lieu où les personnes peuvent se déguiser en fées, en midinette, en prostituée, en tout ce qu'on veut. Enfin, on peut s'amuser. Voilà, on peut s'amuser et c'est pas jugé. C'est pas jugé. Il n'y a pas de jugement. Voilà. Donc ça peut être sympa, c'est festif. Il y a un côté vraiment festif et bon enfant de partager ce type de complicité en toute bienveillance. On dirait la cour de récréation, en fait. Voilà.
Et ça ressemble plus à ça qu'à une orgie qu'autre chose. Voilà, moi c'est mon avis sur la question. Les gens sont souriants, ils sont contents d'être là. Alors après, il peut y avoir des enjeux psychologiques beaucoup plus forts qu'on peut l'imaginer sur la possessivité. Hein. C'est pas si simple que ça de se donner comme ça, comme si voilà, c'est libre, tout est permis, on rigole et tout. Mais il y a des enjeux beaucoup plus forts sur jusqu'où je vais, jusqu'où je me donne, jusqu'où je suis jaloux, jusqu'où voilà, tout ça c'est pas forcément vu, c'est souvent vu après coup. Voilà. Les inconvénients pour ceux qui seraient trop dans ces pratiques-là ou trop addicts à ce type de pratique, c'est l'addiction justement. C'est-à-dire il y aurait plus que ça à la clé, quoi, puisque ça procure beaucoup d'intensité, et notamment dans le milieu du SM, hein, la jouissance elle est obtenue par l'intensité, et c'est parce qu'il y a de l'intensité qu'il y a de la jouissance. Donc à un moment donné, ça crée une addiction. C'est-à-dire que c'est comme si on ne peut plus faire avec le tiède. Voilà. Ça paraîtrait avec moins d'intensité, la sexualité peut apparaître comme appauvrie du coup. Et ça serait dommage. C'est dommage parce que la personne qui deviendrait addict à ce type de sexualité, elle ne rencontre pas d'autres formes de sexualité, qui sont des sexualités plus méditatives, plus, je dirais, dans le cœur, ou plus élevées. On va appeler la sexualité tantrique que je vais développer tout à l'heure. Et donc ça devient une addiction à quelque chose d'éros, quoi. On veut de l'éros toujours et encore plus, et on ne fait pas monter plus haut. Alors éros c'est bien, hein, c'est le charnel, c'est le sexuel, c'est le pulsionnel, magnifique, hein, mais au bout d'un moment on tourne un peu en boucle là-dedans, quoi. Et j'ai vu des personnes très très en souffrance qui étaient complètement addictes de ces clubs et qui n'arrivaient plus à trouver une sexualité épanouie en dehors de cette forme-là. Donc c'est quand même embêtant parce que ça peut vraiment générer une addiction, et donc l'addiction, je vous rappelle que c'est une dépendance et on peut plus se passer de ça, quoi. Alors bon, un peu ça va, mais s'il faut absolument aller dans un club échangiste pour avoir une sexualité épanouie, c'est quand même un peu embêtant, hein. Et voilà, donc ça peut vraiment être comme une drogue, et c'est un symptôme parmi tant d'autres qui, à mon avis, montre les limites d'une société qui est trop consumériste, qui veut tout de suite, et qui finalement est centrée uniquement sur le plaisir, le côté narcissique de l'affaire, et qui, à force de vouloir que du plaisir pour soi-même, bien tourne un peu en rond comme un hamster dans sa cage, et voit plus du tout l'intérêt du jeu de la relation, et du jeu de la relation pour la relation, quoi. Hein, on n'est que centré sur son plaisir ici. Il y a un côté excessif dans toujours et encore plus d'intensité, toujours et encore plus de plaisir. Sinon, si je me défoule pas, je vis pas grand-chose et je ne sens pas grand-chose. Voilà. Parce que ça peut être utilisé, cette sexualité-là, comme un exutoire. Par exemple, je suis surinvestie au niveau du travail. J'ai plein de responsabilités, je suis anxieux, je fais trop de choses dans ma vie, j'en ai marre de tout contrôler, donc c'est un exutoire. Donc j'utilise ça comme un exutoire. Mais au bout d'un moment, ça devient une dépendance. Voilà. C'est un exemple que j'ai eu qui m'a marqué parce que je trouve que c'est un peu dommage d'en arriver là. Donc ça peut être le côté excessif et l'inconvénient d'être addict à ce type de pratique. Autre chose aussi que je voulais voir avec vous, c'est l'intérêt, pas l'intérêt, mais comment cette sexualité qui met à la fête Eros peut être un peu appauvrie s'il n'y a que ça. Et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre comme forme de sexualité qui pourrait se ressembler et se différencier. Et moi, je pensais, parce que je ne sais pas si vous avez exploré des formes de sexualité différentes, en tout cas des niveaux de sexualité différentes, mais moi, pour en avoir exploré plein, puisque c'est mon sujet, ça m'a toujours passionnée, hein, je me suis intéressée à la sexualité qu'on dit tantrique, qui est ici une sexualité élevée et sacrée, dite sacrée.
Alors qu'est-ce qu'il y a de sacré? C'est que on va faire monter l'énergie, ça va passer par Eros, ça passe par le bas, parce que c'est pas ici cérébral, hein, c'est pas intellectuel, donc ça passe par le pulsionnel, ça monte, ça nécessite d'ouvrir son cœur, d'être vraiment dans un je me donne totalement au niveau de mon cœur et j'ouvre tout de moi. Je suis vraiment reliée à moi et j'offre tout ce que je suis totale. Donc ça veut dire que j'ai pas de secret, ça veut dire que je fais tellement confiance à l'autre parce qu'il ne peut rien m'arriver. Donc ça, c'est pas gagné non plus, hein, ouvrir totalement son cœur. Et si j'ouvre totalement mon sexe, et j'ouvre totalement mon cœur et que je suis dépoussiérée de mes traumas, de mes problèmes d'abus, de je sais pas quoi, et que j'ai peur de rien, à ce moment-là, je peux avoir accès à une énergie qui peut monter au troisième œil et plus haut, et puis qui peut me donner accès à des états modifiés de conscience, pas de confiance, qu'on appelle la sexualité tantrique, qui est la porte mystique, qui donne une porte mystique, une porte d'accès au mystique, à l'absolu. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sexualité tantrique, qui permet à l'énergie de circuler, d'être libre. Mais on peut aller là-haut, vers le troisième œil, que si, ici, ça a été complètement ouvert en bas et complètement ouvert au niveau du cœur. Et ça, c'est pas évident. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup c'est pour ça que c'est intéressant des fois d'aller dans les clubs libertins et donc d'explorer une sexualité libre, d'arrêter de charger la sexualité de plein de tabous et de se rencontrer à cet endroit-là, parce qu'on ne peut pas accéder là-haut si, à l'éveil, à l'élévation, si on n'est pas passé par quelque chose de libre au niveau du premier chakra, c'est-à-dire de la sexualité vraiment au niveau du sexe, de l'instinct, quoi. De s'ouvrir complètement et de se donner complètement ici. Pareil au niveau du cœur. Tant qu'on a plein de traumas du cœur, entre guillemets, c'est joliment dit, mais c'est comme ça, hein, eh bien on ne peut pas s'ouvrir complètement, on ne peut pas être total et ouvrir complètement son cœur à l'autre parce qu'on a plein de peurs. Et quand on a plein de peurs, on ne peut pas s'abandonner. Et si on ne peut pas s'abandonner, on n'aura jamais accès au mystique de la sexualité. C'est juste pas possible. Parce que ça nécessite un total abandon de soi et d'aller vraiment dans je m'en remets. Je lâche tout, j'ai plus rien à tenir, je peux totalement m'abandonner et c'est à ce moment-là où j'ai plus rien à tenir que je vais visiter quelque chose de l'ordre de l'absolu qui est un état d'amour universel, je peux dire ça comme ça, hein, un état extatique, un état d'élargissement de conscience où l'ego disparaît, hein, on a l'impression qu'on n'est plus, il n'y a plus de je, il n'y a plus de moi, il n'y a plus de quelqu'un ici et il n'y a plus personne en face non plus. Le partenaire X qu'on aime beaucoup, qui s'appelle comme ça, etc., disparaît aussi dans sa personnalité. Il n'est plus intéressant par sa personnalité et il y a quelque chose de l'union qu'on appelle l'union cosmique qui apparaît, qui ne peut être accessible que si le sexe et le cœur sont complètement ouverts. Voilà. Donc, pourquoi je parle de ça ? Parce que je trouvais que la relation avec les pratiques sexuelles du libertinage était quelque part intéressante parce qu'elles autorisent à aller pleinement dans le sexe, à explorer tout ce qui est possible sexuellement, sans préjugés, en travaillant sur ses peurs, en travaillant sur ses limites, voilà, en étant vraiment dans cette exploration-là. Et donc ça permet, c'est une des premières possibilités pour ensuite monter plus haut, laisser libre accès au cœur. Là aussi, il y a du travail psychologique sur est-ce que je peux ouvrir mon cœur complètement, me donner complètement au niveau de mon cœur, pour pouvoir monter sur l'étage supérieur, ce qu'on va appeler, nous, la Kundalini dans les cercles tantriques, c'est-à-dire de faire monter la Kundalini, c'est-à-dire l'énergie sexuelle pour aller toucher l'éveil, des moments d'éveil comme ça, hein, qui peuvent être touchés dans la méditation, ils peuvent être touchés ailleurs, mais dans le tantrisme, la sexualité est une porte d'entrée possible. Et c'est pas tout le temps, hein, c'est possiblement un endroit où on peut toucher l'éveil. Voilà. Donc, je trouvais intéressant de vous parler de ça. D'une part, pour faire le lien avec le libertinage et de voir les convergences et les divergences avec le libertinage. La sexualité tantrique, c'est dans la divergence, c'est ce qu'on appelle la sexualité sacrée. Donc, c'est élevé, dite élevée par rapport au libertinage, où on va dire que c'est une sexualité ordinaire, basse, c'est-à-dire on n'est que là. Dans le tantrisme, on est là-haut, hein, on est perché presque. On cherche le transport mystique.
Donc ça, on va souvent dichotomiser la sexualité libertine en disant oui, mais bon, c'est une sexualité basse, la sexualité tantrique est une sexualité dite élevée. En fait, c'est vrai et c'est faux, parce que, tout simplement, parce que je ferai une conférence la prochaine fois sur le tantrisme, les enseignements du tantrisme vont vers quoi? Ils vont simplement dire qu'il n'y a pas de hiérarchie. Il n'y a pas quelque chose qui est bien, quelque chose qui est mal. On veut sortir du pur et de l'impur. C'était ça à la base. Quand ils ont commencé à mettre en place ces enseignements, ils voulaient sortir des castes en Inde du pur et de l'impur. Et donc, si on retombe, le libertinage, c'est impur, c'est direct, c'est que en bas, et la sexualité dite haute, dite sacrée, elle est que en haut, on retombe dans le pur et l'impur. Et il n'est pas du tout question de ça. Il est question plutôt de s'abandonner totalement et de s'ouvrir totalement, en tout cas, à l'énergie sexuelle. Et ça peut être possible aussi dans le libertinage. C'est quelque chose qui peut être découvert dans le libertinage, à mon avis, pas tout le temps, hein, mais ça peut être intéressant de le trouver aussi dans ces lieux-là. En tout cas, c'est commun on va travailler en tout cas sur l'énergie sexuelle libre. Voilà. Et donc, c'est intéressant de vraiment oser ça, quoi. Une fois dans sa vie, oser ça, surtout si vous êtes avec un compagnon qui n'est pas tellement là-dedans. Donc, vous n'allez pas vous rencontrer à cet endroit-là. Autre chose, la femme. La femme, comme je disais, dans les milieux du libertinage, elle est mise à l'honneur. Elle est mise à l'honneur dans le tantrisme aussi. Ça, c'est commun. Hein. Non seulement elle est mise à l'honneur, mais elle est l'initiatrice. Dans le libertinage, c'est pareil. Hein. La femme, elle est vraiment... c'est elle qui décide, c'est elle qui est respectée. Donc, les femmes sont au premier plan. Voilà. Et ça, c'est intéressant de voir que quand on met les femmes au premier plan, eh bien, qu'est-ce que ça donne? En général, ça améliore toujours les valeurs du féminin. Quand elles passent en premier plan, y a beaucoup moins de violence, il y a beaucoup plus de respect, il y a moins de grossièreté, c'est moins vulgaire, voilà, c'est moins pornographique, etc. Donc ça, c'est vraiment important de voir que c'est dans ces milieux-là, libertins et tantriques, la femme passe vraiment comme la déesse. C'est l'initiatrice, c'est elle qui décide. Et du coup, on voit apparaître les valeurs du féminin qui sont mises en avant par rapport au patriarcat où c'est les valeurs du masculin qui dominent. Et donc, il y a moins d'agressivité, il n'y a pas de domination, il n'y a pas de violence, etc. Dès que les valeurs du masculin sont mises en avant, on va voir apparaître tout ce qui est domination de l'homme sur la femme et tout. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que dans ces milieux libertins, comme c'est la femme qui est au premier rang, eh bien, on ne va pas voir apparaître, comme dans les sociétés dites traditionnelles, des parties fines où il y a beaucoup de prostitution et de violence, pour le coup. Ouais. Et justement, c'est ça qui c'est super, parce que je trouve que plus on libère et on laisse la place à la femme, et moins on va voir apparaître des hommes dominants, des hommes agressifs, des hommes qui veulent dominer les femmes et les mettre sous le voile, quoi. Donc je trouve ça vraiment super que ça puisse exister. Et que c'est vraiment respectueux des femmes, ces endroits-là. Donc ça va ressembler justement à cette sexualité tantrique où sont importantes, nos enjeux émotionnels sont importants, c'est notre homme, c'est notre femme, c'est notre histoire, on se raconte plein de choses, hein, on veut posséder l'autre, on se raconte plein d'histoires, et du coup on ne peut pas avoir accès à quelque chose de plus élevé parce qu'on personnalise. Et donc se dépersonnaliser, c'est aussi une des possibilités d'avoir accès à quelque chose de plus élevé. C'est curieux, mais c'est comme ça, quand on arrête de croire à notre histoire personnelle. Et si vous avez déjà exploré ces états mystiques comme ça, par la sexualité, eh bien, le je disparaît et l'autre disparaît. Il n'y a plus qu'un état. Il n'y a plus de personne, de relation de personne à personne. Voilà. Et ça, c'est intéressant, parce que c'est très difficile pour le jeu de disparaître, et très souvent, qu'est-ce que viennent chercher les gens dans la sexualité, dans l'orgasme, c'est cette affaire-là, cette affaire de la disparition de l'ego, qui dure un tout petit, ce qu'on appelle la petite mort. Et donc c'est ce que viennent chercher la plupart des gens, ils sont addicts à ça. Ils ne le savent pas, mais moi je vous le dis, c'est ça l'addiction. C'est cet instant-là où on n'est plus au contrôle, on s'abandonne complètement. Voilà. Et ça peut être vécu de manière encore plus élevée, par cette sexualité que j'appelle tantrique, où il y a vraiment l'énergie qui circule pleinement, sexe, cœur et plus haut. Voilà.
J'ai dit pas mal de choses. On est bien loin des libertins du libre penseur de l'époque du XVIIe, hein, vous voyez. Mais en même temps, il y a quelque chose qui est resté en trace, moi, à mon sens, dans ces clubs libertins, dans ces pratiques libertines, qui sont se vouloir libre, même si c'est pas si libre que ça, parce que c'est plein de codes, et plein de contrôles. Mais il y a quelque chose quand même de l'ordre d'une forme de liberté sexuelle, en tout cas, qui se veut libre sexuellement. Hein. Alors, je suis là pour répondre aussi avec vos questions ou à vos témoignages ou à vos interrogations, à tout ce que vous voudriez savoir sur le libertinage, les tabous du libertinage, les dessous. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui est sorti, qui fait un tabac, qui s'appelle Pierre Le Chat, qui a écrit Les 1001 nuits du libertin. Voilà, à savoir, hein, si vous vous intéressez à ce milieu-là. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, vous pouvez déjà lire le bouquin. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires ou des expériences sur le milieu libertin? Alors attendez, bougez pas, je vais vous donner le micro parce que sinon, déjà je vous entends pas. Est-ce que vous pouvez venir là? Puis on vous entend pas non plus, pas cette salle en plus on n'entend pas tout le monde. Merci. Alors il amplifie pas mais on vous entend. Hein. 1, 2, 1, 2. Non mais il marche. Vous m'entendez? Oui. Alors. Commentaire, vous parliez tout à l'heure de la partie femme et homme, dans le sens, c'est l'homme qui pousse plutôt la femme dans le monde du libertinage. Moi, ça a été plutôt le contraire. Oui, ça peut être le contraire. Vous voyez, j'ai été pendant plusieurs années avec une femme libertine. Je renie pas cet aspect parce que c'est vrai que j'en ai pris goût aussi. Bon, maintenant je suis célibataire, mais je repartirai peut-être dans ce monde-là. Mais je suis reparti à une sexualité, on va dire, normale. Mais par contre, moi j'ai arrêté parce qu'elle poussait jusqu'à des certaines limites. C'est-à-dire l'esclavage sexuel. Voilà. Elle voulait devenir une esclave sexuelle. Et moi, ça a poussé des limites que je ne voulais plus passer parce que ça a ouvert des portes que j'ai franchies où je me suis rendu compte que il y avait des limites que j'étais prête à passer et puis d'autres limites où j'en avais peur, c'est clair, on va dire. J'en avais peur et pas parce que j'avais peur de ce monde-là, tout simplement parce que j'avais peur de ce que j'allais faire dans ce monde-là. Ouais. Voilà. Parce que j'ai fréquenté ce monde-là d'abord par deux manières. Je suis photographe professionnel et le monde BDSM, je l'ai fréquenté pour l'esthétisme, comme vous parliez. Voilà, j'ai fait des soirées démonia, j'ai fait plein de choses sur Paris, sur différentes villes, même à l'étranger. C'était plus dans l'aspect physique des personnes, beauté des personnes, tout ça. J'ai même fait des très beaux reportages. Et après, je suis rentré petit à petit dans ce monde-là. Mais c'est moi-même qui ai stoppé cette activité. Voilà, parce que vous parliez des limites. D'une femme qui peut s'abandonner complètement parce que son homme décide. Moi, ça a été plutôt l'inverse. Même si je renie pas du tout et je sais que j'ai aimé ce monde-là et que à un moment je l'ai renié. On va dire franchement, je l'ai renié à un moment et je veux plus renier cette partie de moi. Voilà. Je le cache pas, même à des personnes, je le cache pas du tout. Même mes amis le savent. Moi, j'ai aucun tabou, on va dire. Sexuellement parlant, j'ai pas de tabou. J'ai pas couché avec d'hommes et j'ai pas trop envie non plus. Mais la chose, c'est que y a certaines limites que des deux côtés, on va dire homme ou femme, on peut se dire stopper. Voilà. Parce que sinon, ça peut partir vraiment très très vite en live. Oui, et puis merci de parler de ça, puis de témoigner en tant qu'homme, parce que c'est vrai que moi je parlais des femmes parce que c'est plus fréquent chez les femmes qu'elles vont pas respecter leurs propres limites, mais ça peut être tout à fait le cas chez les hommes. En fait, c'est une bonne manière aussi de rencontrer des facettes de soi qu'on ne connaît pas, de mieux se connaître,
et de voir jusqu'où on est capable d'aller dans la sexualité, jusqu'où on pose nos limites. En tant qu'esclave, elle voulait être votre esclave sexuelle, c'est ça? Une esclave sexuelle. Dans le SM, là. Elle voulait être soumise. Elle était vraiment très très soumise, mais vraiment, je pouvais en faire ce que je voulais. Je pouvais la donner à des hommes, je pouvais faire même... elle s'arrêtait pas, même à un moment elle s'arrêtait pas, et je trouvais cet aspect très très malsain, parce que si toutes les semaines je lui trouvais pas 3, 4, 5 hommes, voire même 10 hommes pour elle, elle n'était pas bien. Voilà. Oui, c'est ce que je parlais d'une addiction, hein. À un moment donné, quand il y a de l'addiction, ça veut dire quelque chose, ça parle de soi, et c'est ça, et ça veut dire quoi? Parce que très souvent, je l'avais dit dans une autre conférence sur comment ma sexualité me dévoile, très souvent les fantasmes des soumis, c'est de lâcher, enfin pouvoir lâcher une fois le contrôle. Ce sont des gens qui sont hyper contrôlés dans le reste de leur vie. Et se donner, c'est aussi j'ai plus rien à faire, quoi. C'est l'autre qui prend les guides, les rênes, et moi j'ai plus rien à faire, et c'est moi qui me laisse faire. Il peut y avoir aussi autre chose, ça c'est un des points, mais pas que. Il peut y avoir aussi l'intensité et puis le forcing, l'abus aussi, hein. Si c'est quelqu'un qui a été abusé, elle reproduit des schémas d'abus, hein, ici. Elle a été abusée, mais je l'ai découvert après. Voilà, parce que j'ai voulu parler avec elle, j'ai demandé pourquoi ça allait jusqu'à des points aussi loin. Bon. Et tout simplement, j'ai appris qu'elle a été abusée pendant des années par son beau-père. Et voilà. On va retrouver ça. Hein. Voilà. Bon. Donc il y a ici une forme de pattern de reproduction de l'abus qui est à la fois fantasmé, mais ici il est mis en acte, dont elle ne peut plus se passer, et qui est plus ici une forme de déviance pour elle. Donc elle se fait du mal avec ça et elle ne peut pas s'en échapper. Donc on va voir comme ça, c'est des symptômes ici, on va voir des choses comme ça qui vont apparaître. Et ça questionne beaucoup, hein, d'ailleurs, ça parle de quoi sur nous, ça veut dire quoi sur nous, sur notre profil psychologique, sur nos traumas, sur nos manières d'être au monde, soit d'être addict de cette sexualité. Donc ici, c'est de ne pouvoir qu'être esclave. Il y en a d'autres qui peuvent être que dominants, d'autres qui peuvent... Voilà, il n'y a pas de mobilité, parce que ça joue plus trop, là. Normalement, il y a beaucoup de complicité dans le milieu du libertinage, et beaucoup de jeux, on joue, on s'amuse, etc. Mais parfois... c'est pas si joueur que ça. Sous un côté très libre et permissif, on va voir apparaître des choses comme ça, ou des personnes qui se respectent pas, ou des personnes qui sont abusées, qui reproduisent des patterns. Enfin, voilà, c'est pas si léger que ça, alors que ça veut apparaître comme léger à la face du monde. Oui. Et c'est intéressant que pour vous, ça vous a permis aussi de vous rencontrer dans jusqu'où je vais par rapport à cette femme qui m'embarque dans quelque chose qui ne s'arrête jamais, quoi, et qui ne va pas l'aider en plus. Tout à fait. Après, bon, la mère de mes enfants, c'est séparé, mais la mère de mes enfants, elle, ça a été plutôt le contraire. Elle avait fréquenté le libertinage avant que je la connaisse. Elle savait, puisque j'y ai raconté, puisque je suis sorti quand même un petit peu, pas tout à fait indemne de cette relation, hein, puisque ça m'a un peu marqué de voir cette femme qui était vraiment une très demandatrice d'être une esclave. Et par contre, elle, c'est pareil. Elle, ça a été assez marrant parce qu'elle a fréquenté ce milieu-là pour tester, on va dire. Mais elle l'assumait plus. Elle l'a subi ? Non. Elle l'a sublimé ? Alors, je sais pas, elle m'a pas raconté vraiment, mais par contre, elle n'a pas assumé. Elle n'a pas assumé ce milieu-là, dans le sens où elle osait même plus en parler, ou voire même dire non, mais j'ai pas été là-dedans. Voilà. Elle n'a pas assumé après d'en parler, tout à fait. d'avoir été. Ouais. Non, j'ai pas été là-dedans. Bon, oui. J'ai pas cherché à comprendre. Oui. Et j'ai respecté. Ouais. C'est vrai qu'il y a ce clivage qui existe, qui est pas récent, hein, qui a toujours existé depuis des lustres, hein, sur la putain ou la madone, hein, pour les femmes. Donc ce fameux clivage de la prostituée ou de la sainte, hein, il est compliqué parce que quand il n'est pas vu et reconnu pour les femmes, eh bien, soit elles ont peur, en fréquentant des clubs de libertinage, de passer pour la pute, et donc surtout pas,
elles vont s'imaginer qu'il y a une représentation de ça et qu'elles vont être jugées, etc. Donc elles vont vouloir rebasculer dans la sainte à cause de ce clivage et de ce cliché. Donc elles ne vont pas l'assumer parce qu'elles-mêmes sont perturbées par le fait de porter cette charge, cette représentation d'elles-mêmes, qu'elles n'assument pas. Hein. Elles veulent être des saintes, elles ne veulent pas être visées ou jugées comme des prostituées. Alors que on peut très bien, enfin on peut voir que c'est qu'un schéma et on peut arrêter d'entériner ce truc-là. Hein. Parce que le fait de l'assumer, justement, c'est d'arrêter de se prendre pour une sainte ou une pute. Mais ce qui a été assez marrant, c'est qu'elle ne voulait pas l'assumer, donc je l'ai respecté. Mais par contre, pour faire l'amour, entre guillemets, dans la norme, elle avait besoin d'une très grosse excitation. Sinon, elle ne pouvait pas. Donc, c'est-à-dire que ça passait par des films hardcore, ça passait par des jeux un petit peu hardcore, parce que sinon, son excitation n'y arrivait pas. Ouais. Et elle ne pouvait pas jouir non plus facilement. Ouais. Donc, il y a deux facettes. Bon, la sexualité, de toute façon, c'est un monde très, très compliqué, je vais vous dire. Non, alors je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est quand ce clivage est présent chez la femme, ou chez l'homme d'ailleurs, enfin bon, chez la femme, quand il existe chez l'homme aussi, hein, quand le clivage est très fort, je veux être une sainte et pas une pute, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Elle va avoir qu'une envie, c'est de rencontrer la pute. Puisque c'est interdit de l'être, donc elle n'a qu'une envie, c'est d'y accéder. C'est comme ça qu'elle peut y accéder. Donc du coup, elle va se donner à vivre tout ce qui a trait à une sexualité qui est plus de prostitution, quoi. Enfin, plus premier chakra, plus en bas. Parce qu'elle ne se veut pas pute. Mais si elle arrête de se cliver avec ça, elle pourra avoir accès à beaucoup plus de choses, elle sera beaucoup plus libre. Mais moi, j'ai vu beaucoup de femmes comme ça atterrir dans mon cabinet avec cette problématique. Je ne veux pas être une pute, mais je passe mon temps à ne pas pouvoir m'empêcher d'aller dans cet espace-là. Et en plus de manière addictive et de s'en vouloir et de culpabiliser avec ça. Parce qu'elle culpabiliser son partenaire. Mais oui. Parce qu'elle me culpabilisait sur le fait. Eh ben oui. T'es pas à la hauteur, t'aimes pas ça. Même tu me pousses trop loin alors que c'était elle qui demandait à pousser. Mais parce qu'il y a une envie de basculer. Je veux pas être prisonnière de schéma, mais elle est complètement prisonnière de schéma. Donc à partir du moment où on se libère de schéma, de cette représentation, on peut se promener tranquillement et aller dans les clubs libertins pour aller dans une sexualité directe qui n'est pas forcément une sexualité de prostituée d'ailleurs, hein. Et puis, mais pour l'assumer, du coup c'est pas du tout quelque chose c'est plutôt quelque chose de l'ordre de même esthétique et intéressant à explorer. Et on peut se promener dans la sainte aussi, il n'y a aucun problème. Mais quand on est prisonnier du schéma, on se balade là-dedans et c'est très fréquent. On se fait du mal et on projette beaucoup de choses sur l'autre, que l'autre va nous considérer comme ça. Il ne faut pas qu'il me prenne pour une pute, donc il faut que je sois une sainte. Mais en même temps, j'en suis pas une, donc je vais transgresser. Enfin, c'est d'une complexité, là, on se prend la tête. Hein. Et pour les hommes, c'est pareil. Hein. Bien souvent, les hommes, ils vont cliver, c'est-à-dire qu'ils vont choisir une partenaire avec qui ils vont jouer une sexualité plus libertine, etc. Ça sera leur copine ou leurs amantes, et ils vont avoir la femme, plan-plan à la maison, qui est la sainte, qui va être la mère des enfants. Je vous le dis en cours, hein, je vous le fais en raccourci, mais ça arrive quand même assez souvent. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas voir dans la même femme que c'est que des rôles, et elle peut jouer tous les rôles à la fois. Voilà. Et quand ça s'est intégré, quand ça tombe, cette histoire-là du clivage, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se détend complètement et on peut se promener partout et en l'assumant complètement sans en faire un problème. Là, c'est un vrai problème de cliver. Et tout ça, c'est lié au clivage. Hein. Mais c'est pas compris, ça. La problématique, c'est souvent pas compris et reconnu. Voilà. Donc, elle lutte contre elle-même dans cette affaire-là. Et c'est dommage. Est-ce que vous avez d'autres... Merci pour ce témoignage masculin. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est les femmes, tout ça, les pauvres, malheureuses, qui sont tirées par la main dans les boîtes libertines et qui... voilà. Donc, voilà, les hommes aussi peuvent subir... Les hommes sont souvent abusés, on n'imagine pas, hein, mais dans la sexualité, les hommes se font souvent abuser. C'est-à-dire forcés, ils doivent être performants, ou ils se font toucher, ils n'ont pas envie d'être touchés. Donc, on n'imagine pas, mais beaucoup d'hommes sont aussi facilement
sexuellement abusés ou se sentent pas respectés, se sentent violés, se sentent intrusés. C'est très, très fréquent. Hein. Faut arrêter de s'imaginer qu'il n'y a que les femmes qui sont voilà, potentiellement délicates. C'est absolument pas vrai. Je dirais que j'ai pas été de ce point-là et puis j'ai apprécié ce monde-là et je l'apprécie toujours. Mais c'est vrai que, comme vous disiez, il faut connaître ses limites et les accepter. Par contre, moi, je suis un très grand protecteur de ma partenaire. Et ce que vous disiez au début, il y a des codes, je les ai appris, ces codes-là. Et c'est vrai que bon, le code de l'affectif, je le connais. Le code de la protection de ma partenaire, je l'ai appris. Et là, c'est vrai que je faisais très attention à elle. Pendant, on a fait des soirées avec des couples, on a même fait des week-ends, puisqu'il y a même des maisons d'hôtes qui sont ouvertes aux libertins. On a exploré différents milieux, c'est clair. Mais par contre, après, il y a une histoire de code qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Oui. Moi, j'étais plutôt dans le respect de ce code-là et le respect surtout de ma partenaire, même si c'était elle qui m'avait entraîné. Oui. Et vous voyez, c'est là où moi j'ai fait rupture parce que elle allait trop loin dans son code-là et que là, c'était plus mon code. Oui, c'est vrai que c'est fait pour les femmes et que c'est d'abord elle qui décide, c'est elle la maîtresse à bord, etc. Tout à fait. Parfois, ça peut être effectivement dans l'excès. Et que du coup on ne donne pas la parole aux hommes jusqu'où ils ont envie d'aller aussi, effectivement. Ouais. Mais comme vous mettez le doigt dessus, c'est vraiment ça. Hein, on est beaucoup dans les hommes protègent les femmes. Ouais. Ils sont très protecteurs, et ça c'est absolument vrai. Hein. On n'est pas du tout dans un héritage du patriarcat ici, dans ces milieux-là. Et ça, je trouve ça vraiment génial, quoi. Ouais, effectivement, les hommes sont pas... Peut-être c'est pas assez équilibré. Bon. Et c'est pas le même monde. Les libertins n'ont rien à voir avec les polyamoureux non plus, hein, parce que polyamoureux ont plusieurs histoires d'amour, ils ne sont pas forcément libertins, et ça n'a rien à voir avec la polysexualité, plusieurs histoires d'amour en même temps, alors que les polysexuels, les libertins, sont plutôt juste sexuellement autorisés à avoir des relations, mais par contre, pas forcément des histoires d'amour à côté. C'est inversé, quoi. C'est pas les mêmes milieux, pas les mêmes codes. C'est des milieux qui sont finalement très normés. Hein. On ne s'imagine pas, mais on s'imagine ça très libre, mais c'est très normé. Oui, peut-être parler. Je pense que c'est assez normé. Attendez, allez-y. La même chose que ce que vous dites, je pense qu'il y a beaucoup de codes aussi. C'est pas aussi libre qu'on pourrait le penser. Moi, je ne connais pas ce milieu-là. Oui, c'est beaucoup plus normé. Vous savez que ça c'était étudié en sociologie, que tous les groupes, n'importe quel groupe qui va exister, a obligation de créer ses propres règles et ses propres codes, sinon il ne peut pas continuer d'exister. Donc, un groupe qu'on s'imagine complètement libre, libéré, etc., ça ne veut rien dire. Il va réinstaller des codes et des normes à l'intérieur du groupe pour pouvoir fonctionner sur la durée, sinon il va se liquéfier et disparaître. C'est obligé. Donc effectivement, ce milieu a installé énormément de codes, et notamment on rentre en couple, on ressort en couple pour les soirées couples, on ne s'échange pas, donc on ne repart pas avec le partenaire d'à côté, il y a un certain quota de femmes, on ne rentre pas, voilà, c'est un peu sélect aussi, hein, bon c'est tout public, mais c'est quand même sélectionné, on ne va pas rentrer le SDF du coin, voilà, qu'on imagine potentiellement dangereux, prédateur, violent, voilà, il y a quand même des codes, il y a un respect de certaines règles, la propreté, voilà, l'hygiène, oui, l'esthétique, très esthétique, il n'y a pas de poils, souvent il n'y a pas de poils, hein, les gens sont sans poils, voilà, le culte du corps, ce que je disais, pas de brutalité. Ça permet de connaître mieux sa sexualité, mais d'être aussi plus attentif à son partenaire ou à sa partenaire aussi. Oui. Moi j'ai appris, j'ai deux facettes, je suis un protecteur et je suis un dominant. Chef d'entreprise, vous voyez. Donc j'ai une entreprise, j'ai plusieurs salariés, je suis dans le stress non-stop, etc. Et je sais que je suis un dominant. Dans le business, je suis un dominant. Je fais partie de 2% de la population des hommes, dans une caractéristique bien spécifique. Mais c'est vrai que ça permet de faire un lâcher-prise. Ça permet de faire un lâcher-prise complètement en week-end, en fin de journée, etc. Mais par contre, moi j'avoue qu'en tant que protecteur,
ça permet aussi de comprendre mieux sa partenaire ou son partenaire et d'être plus à l'écoute et d'y faire beaucoup plus attention aussi. Parce que moi, voilà, les limites, elles ont été là et j'ai pas voulu les dépasser. Au bout d'un moment, j'ai dit stop, on arrête. On arrête oui. Parce que là, tu dépasses les limites que moi, je me suis données. Et pourtant, c'était des limites où je pouvais rentrer sans aucun problème, mais le fait que je suis un dominant aurait pu pousser à beaucoup plus loin. Donc je ne voulais pas du tout être poussé... Vous n'êtes pas si dominant que ça, il y a jusqu'à un certain point. Non, si. Je me suis vraiment arrêté parce que j'avais peur d'aller vraiment encore trop loin. Oui, et je me suis vraiment arrêté parce que je connais mon caractère. Oui. Et le but du jeu, effectivement, même dans le milieu SM, c'est pas de faire mal, c'est pas. Non, c'est pas de faire mal. C'est pas de faire mal, c'est un jeu. Non, c'est un jeu. Donc c'est sûr que c'est intéressant de connaître ses limites justement, et de voir jusqu'où on pousse le bouchon. Mais souvent les hommes qui sont dominants sont aussi protecteurs. Ils sont à la fois dominants et à la fois protecteurs. Ça va pas l'un sans l'autre. C'est rare de voir l'un sans l'autre. Parce que le masculin du masculin va avec beaucoup la force, la puissance et la protection. C'est Robin des Bois. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va protéger, la couver, donc c'est légitime que vous soyez à la fois l'un et l'autre. C'est pas étonnant, quoi. Donc le protecteur, il peut pas se permettre de faire du mal, d'être violent. Il veut pas être violent. Il veut jouer, mais il veut pas être violent. Donc c'est la limite de l'histoire. Vous vouliez poser une question? Allez-y. Oui. Moi, je voudrais bien un éclairage sur le fait que j'ai fréquenté beaucoup d'endroits libertins et je remarque toujours que le pourcentage des femmes est mineur. On trouve toujours 90 des hommes et 10% pour les femmes. Oui. Je veux savoir, est-ce que c'est un problème planétaire ou un problème dans la société? Il y a plus, peut-être pas autant le pourcentage. Il y a effectivement plus d'hommes que de femmes libertines, ça c'est vrai. Probablement parce qu'elles ont peur de se faire violer, de brutaliser, l'histoire de la brutalité masculine. Bon, ça, c'est l'héritage du patriarcat, qui est... Oui, manque de respect, de la brutalité, manque de respect. Féminines qui m'ont demandé de les amener dans le club libertin parce qu'elles n'osaient pas y aller. Oui. Et parce qu'elles savaient comment j'étais libertin. Voilà. Et qu'elles m'ont dit, initie-moi à ce monde-là. Voilà, mais oui. Je serai ta copine pendant une soirée. Oui, tout à fait. Pour explorer. Oui. Mais effectivement, il y a besoin de se sentir protégé et de ne pas avoir que des prédateurs autour qui nous sautent dessus, voilà, et sur lesquels on n'aurait pas de prise, on ne pourrait pas dire non. Donc il y a effectivement chez les femmes une appréhension de la brutalité masculine, du non-respect des hommes. C'est pour ça que les femmes, elles ont intérêt à bien se connaître aussi, à pouvoir dire oui, à dire non. Voilà. Ah ben non, il risque rien puisque ce sont les femmes qui décident. Seul, oui. Non, pas en couple. Parce que moi, je voudrais bien qu'il y ait des personnes depuis des années, et je peux vous garantir que c'est souvent l'homme dans le couple qui décide quand on s'approche comme ça. Mais oui. Avec la femme, c'est lui qui décide. C'est lui qui propose, c'est la femme qui décide. C'est lui qui propose, c'est quand même la femme. Si elle veut pas, alors si elle veut pas et qu'elle dit oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si elle veut pas et qu'elle dit oui, ça veut dire qu'elle ne se respecte pas, elle ne sait pas poser sa limite. Après, il va y avoir des dégâts dans l'air quand elle va rentrer. Elle va lui faire payer, elle va se le faire payer. À un moment donné, ça va poser un problème au sein du couple de dire oui à l'homme sans se respecter de toute façon. Et elle doit apprendre, et c'est intéressant pour elle d'apprendre à poser sa limite à elle et pas se laisser toujours embarquer dans le désir de l'homme pour lui faire plaisir, pour être sa chose, quoi. Voilà. Donc c'est important aussi qu'elle se rencontre à cet endroit-là et qu'elle voit jusqu'où elle est allée, qu'elle est allée trop loin là-dedans et que c'est pas ok et c'est pas juste pour elle. Mais normalement, les codes qui sont prévus dans les clubs libertins, c'est que si la femme ne veut pas, ça se fait pas. Oui, ça se fait pas. Des fois, c'est lui qui décide. Parce que c'est sa compagne, et qu'elle la suit, elle est soumise à lui de toute façon. Voilà, donc si c'est des couples, bien elle est soumise à lui partout.
Pas que à cet endroit-là, pas que dans le club libertin. Elle dit un peu amen à tous ses désirs, quoi. Elle s'adapte à l'homme et elle le paye cher. Voilà. C'est aussi exploratoire, hein, de voir jusqu'où on va quand on est une femme, jusqu'où on n'est pas capable pour rester la chose de l'homme, pour garder son amour, de ne pas mettre sa limite, hein, parce qu'il y a de ça. J'ai peur de le perdre, donc je vais aller dans des endroits où je ne me respecte pas. Et là, il y a du danger pour elle, et il y a du danger pour le couple, parce qu'elle va lui faire payer un jour ou l'autre. De toute façon, elle va lui faire payer cette soumission trop cher payée. Oui. J'ai remarqué aussi qu'il y a un phénomène dernièrement, et que il y a des femmes qui sont avec leurs compagnons protégés, il n'y a pas de problème, mais ils ne bougent pas. Et regardent. Ils sont venus dans les milieux libertins pour regarder. Oui. Et je me demande, est-ce que le plaisir est devenu visuel? Il n'y a plus de pratique ou oui, le plaisir c'est très virtuel? fréquent. Oui, il y a beaucoup de personnes qui viennent juste, ce que je disais, le mélangisme, on ne touche pas aux autres, hein. C'est juste pour regarder, pour être dans une ambiance stimulante, érotique, sensorielle, un peu comme dans les hammams et les saunas d'ailleurs, hein. Et donc de rehausser, de pimenter comme ça par l'esthétisme visuel, quoi, quelque chose d'excitant visuellement. Ouais, ouais. Dans ce milieu-là, moi ça fait plusieurs années que je bosse de tout. Attendez, prenez le micro parce que juste sinon on ne vous entend pas. Oui, je disais que dans ce milieu-là, on voit de tout. Il y a tous les cas de figure en fait, quoi. Il y a ceux qui viennent pour regarder, ceux qui viennent être curieux. Pour montrer. Moi j'ai vu des couples, ils font l'amour entre eux. Au lieu de faire l'amour chez eux, en fait, ils le font là, devant tout le monde. Ils changent de box, ils se mettent dans les alcôves, et après, une fois qu'ils ont fini, ils partent et puis terminé. Ça, j'en ai vu ça. Oui, oui. Mais c'est pas des libertins, quoi. Non, c'est pas des vrais, ce qu'on disait, c'est pas des vrais libertins, parce qu'ils se mélangent pas aux autres. Et tous ceux qui y vont dans ce milieu-là, je peux vous garantir, c'est pas tous des libertins. Oui, tout à fait. Je sais pas le pourcentage, mais c'est pas tous des libertins. Oui. Ça c'est garanti. Oui. Et ce que je reproche, moi, là, dans ce milieu du libertinage, je ne suis pas contre le libertinage, je suis pour, mais c'est la manière dont c'est fait, quoi. Quand un couple rentre dans une alcôve, dans un box, de suite, il y a 5-6 monobes qui arrivent, des fois plus. Et puis bon, les gars, ils arrivent comme ça, ils regardent, ils se masturbent, ils s'approchent, en espérant un éventuel signe de la part du couple. Et puis si c'est pas bon à ce moment-là, ils repartent. Ou des fois, le couple, ils en choisissent un, des fois deux, des fois trois, des fois point. Vous avez vraiment, c'est un milieu vraiment très très particulier. Oui. Et en même temps, c'est le jeu, hein. C'est un jeu, c'est prévu comme ça. Je dirais que c'est normal. Moi, j'ai déjà eu. C'est la manière de. On vient d'aller. J'y vais plus depuis quelques années, on va dire. Mais c'était un jeu, on le savait. Ouais, on le savait qu'il allait y avoir des hommes qui nous regardaient. Moi, j'allais sur un club à Paris régulièrement parce que j'habitais sur Paris. Bon, j'habitais différentes villes et différents pays. Et on allait, on avait les alcôves avec des fenêtres, etc. Mais on savait très bien que soit il y avait des hommes, alors on fermait la porte, ou on la laissait ouverte. Ça dépendait qu'est-ce qu'on avait envie. Et il y avait des fenêtres, il y avait des portes. Soit on fermait complètement, et là on avait envie d'être seul, ou on invitait un couple. Soit on laissait un désir de voyeurisme. Après, c'était ou elle ou moi qui décidions s'il y en avait un qui pouvait la toucher ou pas. Ouais. C'était pas... mais il faut l'assumer. Tout simplement, il faut l'assumer et se dire, il y a des voyeurs. Il y a des voyeurs qui vont se masturber en regardant ta femme te faire l'amour, en faire une fellation, etc., etc. Oui, il y a des voyeurs. C'est le jeu de l'échangiste, du club libertin. Voilà. Si on veut pas ça, on fait des soirées comme moi j'ai déjà fait entre couples. Ou carrément, c'est soit une soirée, un couple avec nous, ou soit carrément plusieurs couples, où j'ai été invité et on faisait des soirées de 5, 6, 7 couples. Et on se mélangeait complètement, on mangeait tous ensemble, on rigolait, et puis après ça finissait, comme ça finit.
comme des jours de l'an, des soirées, on partait même en week-end, certains couples ensemble, etc. C'est le jeu, je dirais. C'est le jeu, c'est le normal, on va dire. C'est la norme. Ça fait partie des codes d'ailleurs. Hein. C'est le voyeurisme et l'exhibitionnisme. Hein. Ça fait partie de. Voilà. Après, chacun y trouve ce qu'il y trouve. De toute façon, s'ils sont pas d'accord pour être là-dedans, ils changent de place. Voilà. Hein. Je pense que très souvent, c'est utilisé comme une parenthèse pour les couples, pour pimenter, pour voir autre chose, pour découvrir d'autres horizons. Pour s'autoriser, pour se libérer, choses comme ça. Hein. Et puis parce que tout le reste, faut tenir des rôles sérieux, faut être une épouse, une mère, je sais pas quoi, un professionnel, etc. Donc c'est des lieux un peu récréatifs, quoi. On peut se défouler, on peut vivre autre chose, on peut se permettre, on peut se rencontrer sa sexualité, rencontrer autre chose, quoi, se découvrir différemment aussi, hein. Et rencontrer ses limites aussi, du coup. Par là même, jusqu'où on va là-dedans, et je dirais presque encore plus, presque dans le milieu du SM, effectivement, où on est dans les, vraiment, on peut jouer assez fort dans le sadomaso, et jusqu'où on peut être addict à ça, quelque part. Et pour moi, l'addiction, elle est à l'intensité, elle n'est pas ailleurs, hein, elle est à cet endroit-là. Voilà. Y a-t-il encore d'autres questions ou d'autres témoignages? Bon, en tout cas, je vous remercie de votre participation, de votre intérêt sur cette question du libertinage, qui pour moi renvoie beaucoup. Enfin, moi, je suis très proche du libre penseur, en tout cas, et j'interroge toujours des questions qui sont parfois chargées, que d'autres n'osent pas poser comme question, notamment parce que je suis une femme et que je peux me l'autoriser encore plus, puisque justement, on dirait que je suis un homme, je parlerai du libertinage, très bien, mais là, en tant que femme, je peux en parler encore plus ouvertement, et sans a priori, hein, simplement parce que je trouve que c'est intéressant d'arrêter de charger la sexualité de plein de tabous. Plus on met ça en avant, plus on peut en parler librement, et justement, moins on est bourré de clichés, d'a priori, et on présume que c'est que pour les exotiques, les fanatiques, les hurluberlus d'aller fréquenter des clubs échangistes. Non, ça peut être monsieur et madame tout le monde, simplement pour une envie de se découvrir.